Yo, what's up? Hey, yo, what's up? Bon, aujourd'hui on va aller voir un boug qui a bien roulé sa bosse. Que ce soit dans le rap, le R&B, le zouk. En tout cas, c'est vraiment un passionné de musique. Donc on va aller discuter un peu avec lui. Voilà. Boum! Yo, what's up? Hey, Pointe-à-Pitre, Gosier, Guadeloupe, Next Boogie et du Congo Brazzaville. Plante noire, microbe lyrical. On rêve de dignité pour notre black diaspora. Pour cette humanité, respecte Mama Africa. Bayenda, 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 bakalaka. Bayenda, 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 bakalaka. Le boug est là. Yeah. Le soldat est là. Yes sir. Yes sir. Comment tu vas? Ça va gros? On est là tranquillement. En forme? Au calme, on est là quoi. Cool. Yes. Ok. On est là. Je t'avais expliqué un peu le concept. Yes man. Donc l'émission s'appelle Yo, what's up? Yo what's up? Donc voilà, on va revenir un peu sur ton parcours, Yes. ce qui est musical. Ok. Donc toi, si je commence, je vais t'introduire en disant, en gros, tu débarques de Guada. C'est ça. Je suis C'est ça? natif de Guada, yes. Ok, Gosier. Genre, ouais, je suis né au Gosier, donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas et j'ai débarqué à Paname à 16 piges quoi. À 16 piges? Yes. Ah ouais, donc t'as fait une bonne partie. Ouais, je connais bien, Une bonne partie là-bas en Guadeloupe. bien chez moi, ouais, bien sûr. Ok. Je suis arrivé à Dédicace 16 ans. à mes boucs du Gosier, Luciano, Yes, man. Lutan. Aïe, c'est ça, tu connais toute la MIFA là-bas. Normal. C'est vrai que c'est des gros clans, mais ça va, le Gosier est bien représenté. Ouais, donc toi t'arrives à 16 piges sur. Ouais, j'arrive sur la région Paris, parisienne. j'atterris dans le berceau de ce qui sera le berceau du rap après. J'atterris à Vitry-sur-Seine en fait. Ok, d'accord. J'arrive à Vitry-sur-Seine, mon oncle habitait là-bas. Et donc je tombe dans un quartier qui est pas très loin de Camille-Groult, la cité des 113, pas très loin des 3 communes, des Little MC, de GM et compagnie. Donc je comprends vite ce qui s'est passé, tu vois. Forcément, t'as 16 ans. À 16 piges, mais en plus, tu vois, je quitte les Antilles. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je connaissais le zouk, je connaissais Kassav, Expérience 7, Zouk Machine, Ouais, normal. machin, les trucs. J'arrive ici en France, il y a très peu. Et en plus, je vois les Antillais qui sont ici. Ils sont pas comme les nôtres aux Antilles, tu vois, ils sont là, ils parlent le français façon, machin, ils écoutent d'autres styles de musique. Je vois des mecs qui gesticulent sur des trucs bizarres, c'est l'époque Smurf et compagnie, Sydney, tu vois, je suis un peu perdu quoi. Entre ce que j'ai connu à l'âge de 16 ans et j'arrive dans un TX comme ça, et puis je vois d'autres trucs, mais ça m'appelle pourquoi? Parce que je vois que c'est des mecs qui me ressemblent, c'est ma diaspora, et en même temps, il y a un melting pot qui est inexplicable, parce Bien que sûr. t'as des Antillais, t'as des Fush, t'as des Rebeux, voilà, c'est la famille. Les parents, quand ils sont à la fenêtre, ils appellent, c'est tout le monde qui vient. Normal, tu et vois. puis quand t'as 16 ans, en général, tu traînes avec les gars de ton âge. C'est ça. Si les gars de ton âge ils sont dans un délire, forcément toi tu vas suivre. Ah le délire. gars, tout de suite, j'ai vite appris qu'on commençait à danser le Smurf sur des bouts de carton. Les premiers beatbox arrivaient, on se disait waouh, qu'est-ce que c'est que ça, le mec qui fait de la musique avec sa bouche. C'était des trucs de ouf, tu vois. Donc forcément, moi ça m'a parlé, ça m'a attiré. J'ai eu envie, donc comme je te dis, j'ai vu les débuts des Atomic Breakers où Sully Wax était danseur, tu vois. J'ai vu la naissance de tous ces trucs-là. J'ai croisé vraiment beaucoup de grands noms dans le hip-hop à Vitry, comme GM, Lionel D, je peux t'en passer, Timidé sans complexe, Doudou et tout. Et en plus, on allait, pour la plupart d'entre nous, on était dans le même bahut. On était au lycée Cherriou, Ok, tu vois. d'accord. Donc à Cherriou, là-bas j'ai vraiment commencé dans le domaine du rap avec des mecs. Il y avait un groupe qui vraiment, je tiens à parler d'eux, il s'appelait Unique MC. Les Unique MC c'était Bruno et son frère Laurent qui s'appelait Simons et Jay et leur cousin qui s'appelait BMC et JMC. Et ces mecs-là, eux, c'était les petits des Little MC. Tu vois, Sully B. Wax les avait un peu pris sous son aile pour les amener vers le hip-hop. Et moi, par déclinaison, j'étais leur petit, tu vois. Ouais. Et dans ce cas-là, et après on s'est tous connus. Mais sinon, tu vois, je sais pas si ton émission serait suffisante, bon, parce que c'est long. Après, tu vois, c'est un truc de ouf. ça c'est des trucs qu'on peut discuter Voilà, pendant des heures. pendant des heures. Mais c'est moi, clair. pour en revenir, toi, quand tu arrives dans
ce microcosme, tu vois, un peu hip-hop, où vas-y, il y a des effusions de partout. Tu commences par quoi directement? C'est quoi qui t'intéresse le plus? C'est la danse? Moi d'abord la danse, parce que si tu veux, je suis complètement néophyte et voilà, je connais pas ce milieu, je sais même pas ce que c'est le hip-hop. À part j'écoutais mon oncle aux Antilles qui écoutait du Otis Redding, du James Brown, de la soul music et compagnie. Si tu veux, j'ai gravité autour de plein d'influences musicales, si bien que quand je suis arrivé dans le hip-hop, j'ai eu un blocage en me disant mais attends, ce que j'écoute là, ça me fait penser quand même aux vieux trucs que j'écoutais avant, ça a été modifié, c'est là où j'ai appris ce que c'était un sample, tu vois. Je me suis dit mais ça j'ai déjà entendu ça dans un air avant, qu'est-ce que c'est et tout. Et de là j'ai commencé à vraiment à rentrer dans le move et puis en même temps je traînais qu'avec des potes qui avaient ça, tu vois. Par exemple Mokobe du 113, Mokobe on jouait au foot tout le temps ensemble, on était tout le temps ensemble avec son cousin Moussa et on a commencé à se laisser influencer par tout ce qui était hip-hop à cette époque-là, quoi, tu vois. Et je te parle de ça, on était en 87, 88. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui fait qu'on a été à la naissance même du truc, quand les clans ont commencé à se former, les Orly, les Ideal J, moi-même avec le temps on a formé un groupe qui s'appelle Gentleman MC avec Eben, qui après fait partie des deux balles de nègre. Et Yaya, enfin toute la clique, NIT 127, etc. Je peux t'en parler de plein de gars, on a fait beaucoup de pareil. Avant de parler de tout ça, comment toi t'en viens à prendre le mic finalement? J'en viens à prendre le mic parce que, comme tous les teenagers de l'époque, on écoutait Nova. Ouais. Nova, c'était le Dynastyle avec Dynasty et Lionel D. Et on écoutait ça, on attendait ce moment-là, on avait déjà les cassettes préparées dans les trucs, on enregistrait ce qu'ils faisaient les mecs et après on allait les reproduire. On était les Soccer MC de l'époque, tu vois. C'est le truc, c'était ça. On peut même pas appeler ça Soccer MC, c'est vraiment... Mais c'était nos influences. Mais parce que c'est ce qu'on avait pour s'entraîner et pour aller de plus en plus dans l'univers du hip-hop, tu vois. Ces mecs-là, en fait, c'était des modèles. Moi, quand j'entendais les Rocking Squad à l'époque, je restais ouf, mon frère. J'entendais les Sully Biwax, les Little et compagnie, les MCD, les Rico, les mecs de Sarcelles et tout, les drivers. Je dis wow. Bien sûr. Là, il va falloir qu'on se mette à la page, tu vois. Et en plus, il y avait une petite rivalité entre le sud et le nord, tu vois. Le truc de ouf. Moi, je prendrais pas parti, je suis un mec du sud. Mais Ah, moi, je suis un mec de partout. À partir du moment où le hip-hop est bon, je m'en fous, quoi, tu vois. Dès que c'est bon, ça me parle. Moi, j'estime être citoyen du monde à partir du moment où tu respectes les gens et où tu vas. Tu vas sur le terrain d'un mec, tu respectes tes carrés, ça va se passer. C'est tout, frère. Voilà. C'est tout. Et après, forcément, influencé par, on va dire, les plus grands de l'époque, ont déjà un truc, donc t'écoutes Nova, et donc t'en viens à vouloir prendre le mic, à tchatcher, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, on se met à écrire. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire vite aussi. Parce que c'était pas fait pour eux. Enfin, je sais pas si c'est pas fait pour toi, mais il y a une chose, la musique n'a jamais été quelque chose de facile. Et la musique, c'est surtout une affaire d'amour et de passion. Je pense que j'ai une phrase qui vient de Snoop Dogg, il disait si tu fais de la musique pour de l'argent, arrête. C'est clair. Tu vois? Et moi j'ai toujours été passionné de ça. Si tu veux, dans ma vie, peu importe les épreuves que j'ai traversées, Dieu merci, j'ai toujours eu ce truc-là qui s'appelle musique, qui m'a toujours permis de m'évader, de me plonger la tête dans autre chose et de ne pas partir en couille, quoi, tu vois? Ou ni voir la musique comme étant un tremplin pour changer de vie. Si ça arrive, Dieu merci. Mais la musique aujourd'hui, je te dirais franchement, elle m'a coûté plus cher qu'elle m'a apporté. Tu vois? je sais ce que c'est exactement la même chose. Voilà, tu vois. Mais si je suis là, c'est par passion et amour du truc, quoi. Moi, je peux pas faire sans musique. J'ai déjà essayé de me séparer de la musique. Il n'y a pas d'avocat qui ait pu plaider notre cause. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais donc après, toi, tu rentres, tu commences à prendre le mic, à tchatcher, à écrire tes textes. Yes. Et donc là, tu formes ton premier groupe, c'est ça? Yes, on forme le premier groupe à Cherriou avec Gentleman MC. Donc je rencontre Eben, je rencontre SK. Eben, c'est un mec d'où? Eben, c'est un mec de Villejuif. C'est l'actuel maintenant qui est pilier fondateur de Balle de Nègre, tu vois. Ouais, de Donc voilà, de Nègre avec Niro. Niro, lui, après, on a reformé Gentleman MC 2.0 quand Eben est parti. Parce qu'à un moment donné, il s'est barré aux Antilles. Donc du coup, moi, j'étais tout seul ici. J'ai reformé Gentleman avec Niro, qui est devenu le deuxième de Nègre après, tu vois. Donc en fait, ça a été un conglomérat comme ça. On a tripé, on s'est séparés, machin.
machin. Et puis chacun a fait son bonhomme de chemin. Et puis après, eux, ils ont sorti 3 fois plus efficace. Et ça, c'est quelle année ça, tout ça? Toute la période Gentleman MC? Toute la période de Gentleman MC, si je te dis pas de bêtises, ça a été des choses qui ont été 80, ça a commencé en 89, 90, jusqu'à à peu près 92 même, ouais, juste au-delà. Ah ouais, quand même, ça a été, c'est comme une bonne histoire, quoi. Ouais, c'est une histoire qui a duré, on a fait pas mal de choses, on a fait beaucoup de choses, tu vois. Et vous avez sorti des projets? Non, à l'époque, on ne sortait pas des projets, tu vois, à l'époque, c'était, tout le monde sortait avec, le disque était, voilà, les premiers qui sortaient à cette époque-là, d'ailleurs, c'était GM qui avait sorti Nous Vivons Tous, ses compagnies, ses premiers trucs, tu vois, voilà, on avait que ceux-là comme référence, c'était les premiers qui avaient sorti des disques. Nous on était épatés par ça, nous on était encore à rapper sur des phases B, mais on faisait des concerts, des trucs comme ça. On a fait beaucoup de tournées, on a tourné énormément. C'est là où on a connu les 2 balles à l'époque qui s'appelaient les BBM6, tu vois, c'était les premiers concerts qu'on a fait, c'était avec eux. On a connu beaucoup de monde. D'où après la combinaison de Neg et 2 balles. Ouais, bah ils se sont connus depuis Gentleman MC en fait. En fait, peut-être après, parce que eux ils se sont connus bien après que moi je me sois séparé de Gentleman MC 2.0 avec Cyril. Moi je suis parti après aux États-Unis, j'ai été bosser là-bas. Ah ouais. Donc j'ai été bosser à Brooklyn et pendant que j'étais là-bas, eux ils ont sorti l'album 3 fois plus efficace. Et donc quand je suis revenu, l'album était fait, il y avait des bails et tout. Et puis après moi je suis parti sur autre chose. Après je suis parti dans un autre mood un peu dancehall, raga, tu sais à l'époque Ragamuffin. Okay. C'est là où j'ai connu, je travaille avec le producteur chez lequel avait été enregistrée la compilation Rap Attitude 1, No Smoke à Disposy. Donc c'est là où j'ai connu toute la clique, Tonton David, Rude Lion, Dang Nick Shot, enfin tous les mecs qui caractérisaient le Raga Dub Force et ensuite les mecs du High Fight, ainsi de suite, tu vois. Donc en fait j'ai eu un parcours assez escamoté, mais en même temps fort enrichissant parce que j'ai connu plein de gens qui ont été dans la mouvance, tu vois. La première compilation Rap Attitude, j'ai connu Daddy Yacht, j'ai connu Sai Sai, j'ai connu énormément tous ces mecs là parce qu'on fréquentait le même studio là-bas du côté du Faubourg du Temple. Et pour moi c'était une merveille parce que ces mecs là tu les entendais sur disque et tu les avais devant toi, tu vois. Attends, je reviens juste sur un truc là que tu m'as dit. T'es parti bosser à Brooklyn, t'es resté combien de temps là-bas? Alors ça a duré sur 2 années à peu près. Donc je travaillais sur Manhattan, je vivais à Brooklyn en même temps et là aussi j'ai connu des gens de ouf quoi, tu vois. J'ai eu des connexions de malades. Yes. J'ai eu des connexions de malades sur Brooklyn aussi. Parce que je me dis si tu étais déjà en mode tchatch et tout, rap et tout. Non, tu vas à la Mecque quoi, tu vois. Bah j'étais là en fait. Tu vas à la Mecque. J'ai fait plein de choses. En fait là-bas j'ai vu beaucoup de choses. Tu vois, j'habitais pas très loin du perron où rappait Notorious Big, du côté de Bedford Stuyvesant. Et des fois je passais, j'entendais des bails, des freestyles. Freestyle du côté de Bedford à Brooklyn et c'est là où que Notorious Big faisait ses armes quoi, tu vois. Donc moi à cette époque là je savais pas qui c'était. Je voyais ce gros gars là en train de rapper à droite à gauche, j'ai pas calculé. C'est après quand je suis rentré en France j'ai su qui était Biggie frère. Et je me dis putain mais j'ai vu le mec, j'ai vu ce gars là un truc. Alors j'ai été à des concerts où j'ai vu des mecs comme Ninja Man, j'ai vu Farside, j'ai vu Buddha Monk, tu vois. Donc j'étais vraiment dans le fief. Je suis parti du côté de chez Nas. J'ai vu un concert où il était dans un barbecue tranquille et tout. Les mecs ils étaient posés, tu vois. Quand tu dis ça ici, ils vont dire mais t'es un mytho man. Sauf que les Lascars, eux là-bas quand ils sont dans leur monde, à New York, ça se vit. En fait c'est comme ici, à Paris tu vas croiser. C'est ça. Tu vas dans un quartier, tu vas croiser les mecs. Ici à Châtelet, j'ai eu l'occasion de croiser ODB. Ouais. Mais à son âme le pauvre, à la place Carré, il était là-bas tranquillement. Et là-bas, quand j'étais à Brooklyn, j'ai vu plein de trucs comme ça. Et franchement, ça a renforcé mon envie de rester dans le hip-hop parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est fort dans notre communauté black, tu vois. C'était quelque chose qui était devenu l'écho des bas-fonds. Tu vois, on parlait aux nôtres, on parlait à tout le monde, mais en particulier aux nôtres parce que on fédérait tous autour d'une même idée qui consistait à l'émancipation de ce qu'on était, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on ne veut plus vivre et toutes les merdes qu'on traînait H24 dans nos banks, tu vois. Et ça nous parlait. Moi, je pense aussi qu'il y a même si nos parents et les anciens même avaient d'autres façons de s'exprimer, mais c'est une génération qui a pu exprimer plein de choses que t'es enfoui, tu vois. Ah, c'est clair. Quand t'arrivais, enfin, moi, tu vois, moi aussi, je suis enfant d'immigrés et tout, mais quand t'arrivais, moi, ma mère m'a toujours dit, oui, la France, tu vois, merci la France, c'était toujours, tu sais, faut respecter, parce que, vas-y, bien sûr. Comme je pense les Antillais qui disaient, ouais, parle pas créole ici, tu vois, te fais pas mal voir, sois carré, te fais pas remarquer, tu vois.
Mais c'était une erreur. Mais cette génération a dit, non, en fait, au bout d'un moment, c'est clair, c'est clair, bien sûr. Mais c'est surtout, en même temps, si tu veux, il y avait une forme d'asservissement de ce qu'on sait. On va pas débattre de l'histoire, mais ça a eu un impact sur nous. Qu'on te disait, ne parle pas créole parce que c'est mal vu et tout, et compagnie. Mais attends, aujourd'hui, on a des universités aux États-Unis qui enseignent en créole, frère. Tu vois, c'est comme si on n'a jamais dit à un breton de ne pas parler breton parce que c'était pas bien, ni à un corse de ne pas parler corse. Et c'est vrai que nous, on est arrivé du fait qu'on est issu d'une colonie, que le fait de parler créole fallait paraître bien aux yeux du colon. Mais fucked up, man. On a une identité qui est la nôtre, on est des créoles, on est des Caraïbes, on a un langage, c'est le nôtre, il faut le mettre en avant. Et c'est quelque chose que je mets en avant même de mon hip-hop ici, tu vois, même quand je fais mes titres, et j'oublie pas d'où je viens. Moi, j'aime la musique de chez moi, on peut dire ce qu'on veut. Tous les rappeurs les plus hardcore qu'il y a, quand ils vont dans une discothèque, il y a du zouk, ils frottent, gros. D'accord, tu vois. Moi, je suis un rappeur. Hein. Ils frottent. Ouais, tu vois, on a nos classiques qui font que... Moi, j'écoute du zouk rétro. Les zouk rétro, mec. Mais oui. Certains rappeurs, tu vas leur dire ça, ça leur chauffe les oreilles. Mais gars, les griots africains... Tu sais même, attends, il y a même des mecs, des rappeurs qui disent... Ouais, moi je fais pas de zouk. C'est des menteurs. Non, mais attends, quand ils te disent je fais pas de zouk, en gros, c'est comme s'ils disent ouais, je fais pas de la musique, machin. Mais respectez le zouk, hein. Le zouk, c'est de la très bonne musique. Écoute-moi bien, maintenant regarde ce qui se passe. C'est de la très bonne musique. Écoute-moi bien. Zouk compas, respectez ça, les gars. Quand tu écoutes maintenant NASA, quand tu écoutes Niska, quand tu écoutes Aya Nakamura ou autre, écoute les sonorités des derniers sons qu'ils ont sortis. C'est quoi? C'est vachement afro-caribéen. Ok, c'est afro-caribéen et tout le monde kiffe. Donc pourquoi pas nous qui sommes détenteurs de cette musique, nous de la mettre en avant, tu vois? Parce que malheureusement, si on n'a pas les Kassav, les anciens groupes et tout, la génération actuelle, elle est en train de, si tu veux, c'est bien de moderniser notre musique, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais faire vivre ce que nos parents ont toujours connu, et ça fait partie de nos racines, on n'a pas à en avoir honte, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai toujours eu ce côté où je suis ouvert à la musique. Alors ça dérange beaucoup l'industrie du disque, moi, tu sais, mais c'est comme ça. J'écoute de tout, moi j'écoute des slows. À l'époque même, quand j'étais petit, j'écoutais les slows là, de Scorpion, Europe, tout ça, tu vois. Mais mec, moi je vais te dire un truc. La musique, pour moi c'était de la musique lourde, ça. Écoute-moi, j'ai écouté In Excess, j'ai écouté Bros, j'ai écouté AA, j'ai écouté Level 42, j'ai tout écouté, du Simply Red, j'ai écouté les Stones, Gars, pour moi, c'est une richesse d'écouter toutes les musiques, tu vois. Et c'est un éternel recommencement, en fait, dans la musique. Après, moi, c'est ça que je disais avant de venir, que quand je te dis, ouais, on allait voir un gars qui était passionné de musique. Parce que toi, tu as touché un peu à tout style de musique. Ouais. Tu t'es pas cantonné au rap, ouais, je suis un rappeur, je fais du rap, machin. J'ai énormément de mal à me cantonner. Après, déjà, de par tes origines, donc tu t'as dit ouais, moi je viens des Antilles, j'écoutais du zouk, nanana. Bah ouais. Donc forcément c'est ancré. Mais après je sais que t'as touché un peu à des trucs R&B, machin. Yes. Tu vois. Donc mais revenons après, quand tu reviens de Brooklyn. Ouais. Donc Gentleman MC c'est fini. Yes. Et toi, il se passe quoi à ce moment-là? Alors à ce moment-là, il se passe un truc fort excitant et incroyable. Pendant que j'étais à Brooklyn, j'avais croisé un mec. Son père, c'est Gordon Anderson. Gordon Anderson, fondateur du groupe de soca calypso en Dominique qui s'appelle Exal One. Okay. Je croise ce mec-là là-bas et tout. Bon, bonjour, machin, on discute. Entre-temps, je signe dans une production qui s'appelle EMC Record à Paris. Okay. EMC Record à Paris, j'arrive, mon manager de l'époque, Christian Ancinon, me dit bon, écoute Nel, je t'ai trouvé un truc. Alors à ce moment-là, on monte le groupe qui s'appelle Elstaff. Avec mon pote Manolo, qui lui était animateur radio justement à Tropic FM. Et j'ai une rubrique avec lui, je fais de la radio avec lui. On finit par monter le groupe ensemble et on signe à EMC en distrib chez Night and Day. Ok, et là c'est bon, parce que j'entends Tropic FM, c'est quoi? C'est en mode rap ou? Alors le truc c'est que lui, il avait une émission, mais il parlait vraiment de musique urbaine. Il parlait de rap, il recevait des artistes raga, il recevait des artistes vraiment de la scène urbaine parisienne. Et puis bien sûr qui était afro-caribéen aussi, quoi, tu vois. Donc ça tombait bien. Donc du coup, il a ouvert sa gueule, moi j'ai ouvert ma grande gueule, on a montré Elstaff. Okay. Ce groupe a pris naissance. Et là on se retrouve dans les studios de MC, on gère et tout. Et là le producteur à l'époque me dit bon écoute les gars, on va faire un EP. Et ce EP, pour ça il y a un réalisateur avec lequel qui est super et tout, machin, il fait des trucs et tout. On dit ok, le mec on le connaît pas, on débarque en studio, qu'on commence à travailler. Et petit à petit on se regarde, on se dit mais on se connaît. Je le regarde, je dis mais t'es à Brooklyn toi.
Il me regarde, il me dit, mais toi aussi t'étais à Brooklyn. Il me dit, c'est t'étais franc. pas. Ouais, il me dit, mais t'étais à Brooklyn. Il me dit, mais t'étais dans la maison de production des Francis. J'ai dit, ouais, j'étais là-bas. Il me dit, bah ouais, c'est eux les éditeurs de mon père et tout, on s'est vu là-bas. Et ce mec-là se trouve que c'est lui qui devient le réalisateur de notre EP. L'album qui s'appelait Le Regard des Autres. Et à ce moment-là, on signe, on fait l'album qui sort en distrib chez Night and Day. Et donc, ça sort, mais c'est un album, si tu veux, qui était sans vanité aucune. C'était très avant-gardiste parce qu'on avait des thèmes que les autres de l'époque ne touchaient pas. Ok. On est arrivé avec une parodie de À la queue leu. On a fait À la beu. Ouais, oui, ok. D'emblée, on est rentré dans un sujet qui dérangeait. Donc, par contre, on a fait danser des gens avec ça. À l'époque, il y avait Yannick avec ces soirées-là. On a fait la première partie de Yannick, on a soulevé le public de Yannick. Ok, donc ça c'est plus les années 2000 alors. Voilà, années 2000, voilà. Ok, d'accord. On a fait une dinguerie avec ce truc-là. Bon, après, on a été mis en mode sous silence parce que là-haut, les autorités ont estimé que c'était pas bien, on faisait la promo de la ganja et tout. Or que s'ils avaient écouté le texte, on disait complètement l'inverse, tu vois. On dénonçait leur hypocrisie. Mais ça on est habitué. On est habitué. On est habitué. Mais si tu veux, on n'a pas baissé le froc. On n'a pas baissé le froc, on a fait le truc parce que nous, ça nous plaisait d'une part. Et puis on a été intègre et honnête avec nous-mêmes, quoi, tu vois. On a fait un truc et voilà, ça c'est sorti chez EMC. Et entre-temps, bon ben après, là aussi, il y a eu des évolutions. Le groupe s'est séparé. Moi, je suis resté toujours avec Dion, qui lui était dans la prod et tout. On a fait pas mal de choses. Et donc après, j'ai fait encore, je suis retombé dans le zouk avec un titre qui s'appelait Sale Journée. Dessus, j'avais Zouk Machine, j'avais Jacob de Varieux. Donc là, j'étais dans mon... Toujours en mode hip-hop, mais la Caraïbe n'était pas loin. T'es dans un mix en vérité. Voilà, c'était là. C'est ça. En même temps, tu fais du hip-hop, mais t'as ta culture, t'as tes influences. Et t'essaies de mixer le tout en fait, c'est ça? C'est ça. Tu vois, donc il y a toute cette époque-là qui c'est toute une suite, parce que tout ça avant, j'ai occulté juste une partie, c'est que j'ai signé chez East West en tant qu'artiste solo. Ok. Et donc on avait sorti un morceau qui s'appelait One for the Show avec l'une des artistes, le groupe qui s'appelait Mel Groove à l'époque. Ah non, c'est One for the Money. Et voilà, c'est One for the Show. Toi t'as fait. J'ai fait, voilà, c'est clair. One for the Show, one time, c'est tout. Okay. Tu vois. Et donc on avait fait ça. Et ce morceau a été loin parce que ce morceau a été fait en Arizona. Tu vois. On est parti du côté de Phoenix. Et on est tombé sur un réalisateur qui n'était pas des moindres, c'était Harvey Mason Jr. Harvey Mason Jr., son père, ça a été quand même musicien dans Parliament, les mecs comme Gap, Gap Band, Zap et tout ça. Mais ça, quand tu me dis que tu vas faire tu vas enregistrer en Arizona, mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à la maison de disques? Ouais, bien sûr. On a signé chez East West. East West France, frère. Donc j'ai une vingtaine d'années et on va faire le mix là-bas. Et du mix, on ressort un remix. Ok. Tu vois. Et le remix, ça arrive ici. Et le problème sur ce projet, c'est qu'il y avait, à l'époque, les maisons de disques donnaient de l'argent. Tu vois. Imagine-toi qu'à l'époque, au début, ouais, les maisons de disques donnaient de l'argent. Pour ce morceau-là, ils ont donné v'là l'oseille. Et là, il y a des mecs ici qui se disaient producteurs, mais qui n'avaient jamais vendu ne serait-ce qu'un yaourt. Ils étaient devenus producteurs. T'as vu ce que je veux dire? Ils sont devenus producteurs. Et sur ma vie, ils ont niqué les bails. Tu sais, j'avais plusieurs compositeurs. J'avais même un là, c'était l'animateur phare de Skyrock qui était mon coproducteur. Et qui après, bon ben voilà, il a eu des coups de pression de la part de son grand patron. Et puis il s'est retiré du truc. Mais les mecs, ils ont tapé ce qu'il fallait, tu vois, ils ont pris l'oseille. Et on devait faire un clip, le clip n'a pas eu lieu. L'histoire est partie en couille parce que les mecs, quand ils ont vu le pognon, ils se sont partagés le pognon et puis moi j'étais leur pion. Mais à l'époque je connaissais pas. L'argent se fait toujours des Mais histoires. le pire, c'est que moi à l'époque, j'étais naïf, je connaissais pas comment ça fonctionnait le monde du disque et tout. Donc moi l'avance, j'ai pas eu rien du tout. Ils ont dilapidé le pognon entre eux. Et puis ça jouait les producteurs, les boss et tout. J'ai même fait Planet Rap avec Warren G. Tu vois. Ah ouais. J'ai fait Planet Rap avec Warren G, j'avais tous les mecs Alliance Ethnique, tout ça qui étaient là, qui me disaient allez vas-y viens, on rentre sur le plateau, on prend le mic et tout, machin, j'étais au calme. Les premiers Planet Rap, je les ai connus, tu vois. Ah ouais. J'ai fait mon émission là-bas et tout, c'était tranquille. Mais il y avait un état d'esprit qui n'était pas, on va dire, sincère et sain dans la team avec laquelle je bossais. Eux, ils étaient là pour l'oseille. Eux, ils n'ont pas compris que moi, j'ai compris ça. même gamin que j'étais, c'était l'amour de la musique. J'étais passionné de la musique. Il y a des gens qui se sont greffés au truc. Eux, parce qu'il y avait, oui, il y avait de l'oseille. Il y avait de l'oseille à prendre, ils ont pris les avances.
Ils ont BO avec les avances et puis ils ont laissé le projet en plan, tu vois. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai été vraiment dans les endroits où C'était très urbain, où il y avait un certain amour de la musique qui fédérait, tu vois. Et là, je suis parti à Addis. Je suis vraiment parti à Addis et c'est là où j'ai trouvé une famille musicale, tu vois. Et un grand respect au grand Manitou qui s'appelle No Smoke. Et c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. J'ai d'abord appris à faire une chose, c'est à maîtriser la scène. Tu vois, on faisait des sons de partout. Les Squatch Club, les Stanto, les Raggadub Force, on était partout. Et là, vraiment, j'ai vraiment mis le pied dans l'univers de la musique et à mieux gérer la scène. Et là, vraiment un kiff. À cette période-là, t'es avec qui? T'es tout seul ou t'es... Je suis tout seul. Okay. À cette période-là, je suis tout seul, je suis mon petit bonhomme de chemin. Mais bon, comme c'est un crew, il y a Sophie Hacher, il y a Ras Daniel qui après est parti avec Roughneck, il y a Dr Doon, il y a Jabena, il y a iPhone Kofi, enfin il y a beaucoup de gens. On met en place des sons, on marche beaucoup avec Rude Lion, Junior, etc. Sophie, Sister Bea. Vraiment une famille, quoi, tu vois. Ah ouais. Tous les week-ends, on était en son, ça jouait partout. No Smoke, vraiment, il m'a donné ma chance à pouvoir faire des scènes partout. C'était vraiment quelque chose d'énorme pour moi parce que ça m'a vraiment permis de maîtriser la scène, de comprendre comment ça fonctionnait. Et ce mec-là, si tu veux, on lui rapportait pas d'argent. Mais en tout cas, il nous avait pris sous son aile et ça bossait dur, tu vois. Et ça m'a donné de la confiance. J'ai acquis vraiment une certaine confiance de la scène. Et moi, franchement, j'aime bien composer, travailler en studio et tout, mais je kiffe être sur scène. Oui, la scène, c'est... C'est vraiment le résultat du taf, quoi. En fait, la scène, faut monter pour comprendre. C'est ça, c'est Faut ça. monter pour comprendre. Ouais. Il faut quitter la scène après pour comprendre aussi. Ah mais là ça manque, frère, avec ce qui se passe en ce moment, ça manque, Ça c'est un manque à truc tout de le fou. monde, hein. Franchement, Ah mais c'est un truc de malade. Je crois que là tu peux tout enlever à un artiste, mais l'enlever la possibilité d'échanger avec son public, de s'exprimer, je crois que c'est la mort, frère. Et ça c'est un truc de malade. Et c'est là où je me dis et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, ça permet de faire quelque chose. Mais faut-il encore que les réseaux sociaux soient utilisés à bon escient, tu vois? Là, pendant le premier confinement, on a vu un peu tout et n'importe quoi. C'est clair. Maintenant, parce que, en fait, pour moi, c'est comme l'évolution de la musique. Tu peux dire, ouais, il y a de la mauvaise musique, mais en fait, c'est parce que la musique est devenue accessible à tout le monde. C'est ça. Donc, tout le monde peut en faire. Le mec qui n'a pas les bases, qui est chez lui, qui dit, allez, je vais faire un freestyle ou machin, qui se filme et qui est pas dans les temps, ou qui essaye de faire une compo et ça sonne pas, et ben il peut quand même se filmer et le diffuser. Donc, tu vois, là, le confinement, c'est pareil. Tout le monde s'est surpris à vouloir faire le commentateur, il veut faire des émissions, il veut faire des trucs, il veut faire du coaching, il veut faire l'influenceur. Tout le monde est en galère, mais il y a des coachs partout. Internet, tout le monde s'en couvre dedans, en fait. C'est ça. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais juste, il y a des bases, respecter les bases. C'est tout. C'est ça. Malheureusement, ouais, c'est ça. Mais après, faut-il encore qu'ils aient les bases. Ouais, mais tu vois, faut aller chercher. Tu veux, ouais, c'est ça. Tu vois, t'as commencé la musique, t'as appris les bases. T'apprends, c'est ça le truc. Tu savais pas danser, mais t'as regardé les gars, t'as essayé. Et puis si vraiment t'arrives pas, t'as pas le truc, tu vas essayer de faire autre chose. C'est ça. Tu prends, moi dans la musique, franchement, c'était ça. Quand j'écrivais des trucs, les mecs ils me disaient, ah non, Nel, c'est pas bon. Faut rebosser. Alors c'est vrai qu'ils te mettaient une tarte. Mais te dis, écoute, lâche pas l'affaire. Réécris un truc, tu vas revenir et tout. Ça fait toujours mal parce que tu prends. Mais en même temps, c'est ce qui a fait progresser, quoi, tu vois. Et jusqu'à maintenant, j'ai ce côté. Voilà, je suis jamais satisfait quand je fais un truc. En même temps, je suis toujours à la recherche de donner le meilleur de moi-même, tu vois. J'essaie de faire ça au maximum. Et puis, c'est les gens qui me disent, bon, écoute, j'aime bien, j'aime moins, machin et tout. Mais je me dis, ça se tient. En même temps, je n'ai pas trop à rougir quand j'entends certaines choses qui. Je me dis, mais sans jugement aucun, mais quand tu entends le contenu et la manière dont c'est réalisé, tu te dis, ils ne sont pas cassés la tête et c'est là. Mais il y a aussi ce côté surconsommation. Ouais, bien sûr. Et puis, il y a des clients pour ça. Tu vois, et les clients, c'est qui maintenant? C'est les médias qu'on a. Avant, ils étaient un peu plus sélectifs, mais maintenant, c'est devenu la quantité plus que la qualité. Moi, à partir du moment où ils commencent à signer des artistes par rapport aux vues et pas par rapport à la qualité du son. Ah, là, t'as tout dit. T'as touché un truc qui est chaud. C'est compliqué. T'as touché un truc qui est chaud. Dans le sens où ils visent que ce qui est rentable. Ah, lui, regarde. Il est beaucoup vu, ça intéresse les gens. C'est tout. Maintenant, même si la musique est pourrie, c'est pas grave. C'est tout. Il y a des vues. Tu vois, ça réfléchit comme ça. Avant, le public, c'était lui qui mettait un artiste officiel. Ouais. Tu vois, on te jugeait en fonction de ta capacité à tenir ton public, émouvoir ton public, parler à ton public, avoir des textes cohérents, avoir de la musicalité. Maintenant, on se fie au nombre de vues et du stream que t'as, gros. C'est tout. Tu vois? C'est clair.
Donc maintenant, quand tu vois des trucs, c'est au travers ce qu'ils appellent du buzz. Tout le monde peut devenir un artiste maintenant. Tu vois? Enfin, on va dire dans les mots, parce qu'être artiste, c'est lourd de conséquences. Après, dans la durée. C'est ça, c'est Dans ça. la durée. Et de toute façon, pour durer, faut être passionné. Ah, faut être passionné. Parce que c'est pas, tu vois, Faut être passionné, il y a c'est clair. des artistes, et moi je crache sur personne, hein. Tout le monde a le droit de vivre, Mhm. tout le monde a le droit de faire ce truc. Mais tu vois des gars qui sortent, tu vois, 2-3 sons, ça marche, j'ai commencé à avoir un buzz, et ils parlent déjà de carrière, d'artiste. Tu vois, reviens dans 10 ans, on verra ce que... Parce que C'est pour vraiment vivre dans la musique, il faut être passionné. Et comme tu dis, des fois tu mets plus d'argent à acheter du matos, à faire des trucs, à payer des studios, C'est clair. que tu vas prendre d'argent. C'est clair. Et si vraiment tu aimes ton truc, eh ben, tu vas manger du riz. Ah, mais c'est ça, c'est Tu ça. vas manger du riz, C'est tu vois. ça, c'est ça. Et encore, quand t'as de la chance de manger du riz, frère, Ouais, moi je te c'est dis clair. franchement, des fois c'est du luxe. Du riz sans sauce, du riz C'est sec. rien, quoi, tu vois. Parce que franchement, et c'est là où j'ai trouvé la nécessité et l'urgence de pouvoir me produire seul, apprendre à composer. Donc j'ai été faire une formation, quoi, tu vois, ingénierie son, MAO. Donc musique assistée par ordinateur, sûr. donc c'est quand tu apprends Parce que toi, la compo. jusqu'à là, dans tout ton parcours, tu composais pas en fait. Non, je composais pas. Dans tout le cas, dans tout le truc, j'ai commencé à composer à partir de Elstaff. Tu vois, à partir de l'Elstaff, mais avant, j'étais uniquement sur des figures imposées, sur des rythmes ou sur des tunes qui m'étaient imposées par soit la production ou par les compositeurs et tout. Mais après, j'ai trouvé que ça devenait compliqué dans la mesure où il fallait que tu supplies les gens, tu vois, que tu te prennes la tête, ouais, vas-y, quand est-ce qu'on se voit pour ajouter une mesure, quand est-ce qu'on se voit pour ajouter ci, tu vois. Après, quand tu deviens tributaire des gens, à un moment donné, tu as envie de ton indépendance. Et là, je me suis dit, je vais perdre du temps pour me former. Et quand je vais revenir, j'aurai plus ces problèmes-là. Et il y a aussi le fait, excuse-moi, je soulève un truc parce que moi, bon, je suis dans la musique aussi, donc, mais des fois, c'est dur de trouver un beatmaker ou un Qui correspond à ta compositeur, patte, frère. ouais, qui va capter ton C'est délire ça. et qui, C'est tu ça. vois, la couleur que tu cherches. C'est ça. Des fois, tu te dis, hey, tu sais quoi, je vais faire mes affaires tout seul. Mais c'est ça, Tu vois. c'est ça le truc. En plus, moi, la problématique, comme je suis un artiste assez éclectique, tu vois, c'était compliqué de travailler avec un mec. Aujourd'hui, lui demander, écoute, un exemple, hein, fais-moi un morceau de trap. Et demain, fais-moi un rhythm qui tourne un peu avec de l'afrobeat. Ou demain, fais-moi un truc qui tourne avec un peu de zouk. Le mec, il est décontenancé. Tu vois? Parce que tu as des mecs qui ont des spécialités. Et puis maintenant, quand tu achètes les plugins de maintenant, tu appuies sur un bouton, tu as toute une boucle. Ouais, ouais. Moi, je fais partie encore de ceux qui vont chercher les notes, qui se font chier, à aller chercher des instruments virtuels soient-ils. Et des fois aussi, j'aime bien jouer avec de vrais instruments. Par exemple, j'ai un titre funk qui s'appelle Showtime. J'ai fait venir un vrai bassiste. Ok. Tu vois. Donc, j'ai des morceaux de zouk et tout que j'ai fait appel à Thierry Delaney pour me jouer les guitares. Tu vois, prendre des vrais mecs. Sale Journée, par exemple, j'avais Jacob Devarieux à la guitare. Donc des vrais bails, quoi, tu vois, à un moment donné, et en plus, ce qui est bien, c'est de prendre ces mecs-là, ou ces nanas-là, parce que j'ai eu aussi du Zorobabel, du Cristiano Bidol, tu vois, les Zouk Machine. Je me dis, quand tu prends des gens qui ont une certaine expérience, ça t'apporte toujours un plus dans ta manière de travailler, parce qu'ils ont des techniques, ils ont des manières de t'expliquer comment ils utilisent. On peut avoir le même plugin, il y a 3-4 mecs différents et on l'utilise pas pareil, Ouais, tu vois. c'est clair. Donc, tu apprends toujours quelque chose de plus avec les autres avec lesquels tu travailles. Donc, j'ai toujours eu un respect énorme pour les vrais musiciens. C'est clair. Et puis quoi, quand t'as l'amour de la musique, C'est ça. Tu peux jouer ta ligne de basse, mais quand t'as un bassiste, Quand qui va t'as un faire vrai en bassiste studio, qui tu dis, te donne. bon, Ah, c'est pas merci. pareil, bro. Ah, c'est clair. C'est pas pareil. C'est clair. tu Mais vois. ça, c'est vraiment, tu vois, quand Ouais, t'es passionné et que t'as l'amour du truc. Ah, c'est T'as clair. l'amour du bon son, de la bonne note, C'est exactement. de la bonne grosse caisse. Ah, gars, Tu vois. c'est ça, c'est ça. C'est pas, ouais, tu prends n'importe quelle grosse caisse et Non, tu papa. vas la chercher. Non, T'en écoutes papa. 30 avant, mais vas-y. Ouais, des concerts live, par exemple, j'en ai fait quelques-uns. J'avais fait le dernier que je me souviens avoir fait, c'était. Je me souviens plus. Le truc là qui s'appelle la rue des Petites Écuries, là. Il y a un Ah, truc. c'est l'étage. Non, pas l'étage, rue des Petites. L'étage, j'ai joué là-bas, mais j'ai pas joué en live là-bas. Rue des Petites Écuries, c'est derrière Châtelet, là, tu sais. Merde, bref. J'avais fait ça avec Victor Delver. Victor Delver, qui est un artiste guadeloupéen et qui m'avait fait venir sur scène. On avait joué avec un groupe live qui s'appelait Red Zone. Frère, c'était lourd. C'était lourd. La scène comme ça, les mecs étaient là. À un moment donné, on s'est mis en mode hip-hop, en mode raga et tout. Les mecs, pam, 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 en live, frère. Tu vois, ça, c'est un truc où tu sautes, tu soulèves la foule, tu te dis, hey, c'est moi qui ai fait ça. Et donc, un gros big up à lui, parce que franchement, on était venus, on avait fait ce concert-là. Et c'est là où j'ai compris que, ouais, de temps en temps, jouer en live, façon The Roots.
Tu vois, quand t'avais ces mecs-là qui jouaient, Timbaland aussi, c'est quelque chose qu'il aime bien. Quand il est sur scène, il tape la batterie, les drums là, franchement, il est secoue, il est brutaliste, tu vois. Et moi, franchement, ça me plaît d'allier des vrais musiciens avec le virtuel. Franchement, c'est toujours quelque chose de supplémentaire que tu emmènes à... Toi, tu bosses sur quoi, là, quand tu poses tes sons, tu bosses sur... Alors moi, je travaille avec Logic Audio, sur Logic Pro, et puis j'agrémente avec plein de choses, quoi. Tu vois, des fois, quand j'ai besoin d'un guitariste, je m'appelle un guitariste. Des fois, si j'ai besoin d'un batteur, je m'appelle un batteur, un bassiste, etc. C'est quoi? C'est uniquement pour toi ou Je compose pour des gens aussi. En ce moment, ouais, je compose beaucoup pour un artiste qui s'appelle John Doe Imoya. Donc, on a sorti... John Doe, non, en fait, non, bah, si tu veux, tu vas être surpris parce qu'en fait, à la base, il fait, c'est pas celui-là, il y a un autre John Doe, je vois de qui tu parles. Mais celui-là, non, il s'appelle John Doe Imoya. Et en fait, lui, il fait beaucoup de zouk. Et là, je l'emmène dans un autre univers ces temps à venir là, donc je peux pas trop en dire parce que c'est son projet, même si je travaille dessus, tu vois. Mais là, on a sorti, il a sorti le dernier single qu'on a sorti avec lui là, c'est un truc qui s'appelle Geisha. Et Geisha est sorti la semaine dernière. Donc c'est un morceau caribéen fait par un producteur canadien qui s'appelle Junior Sincère, et on a travaillé le morceau à distance avec un artiste qui s'appelle Jason Nelson qui lui est à l'île Maurice, tu vois. Donc on a bossé ça ici à la maison. Donc le truc c'est que j'écris aussi pour les autres, j'aime faire aussi les top lines parce que j'adore la chanson, les notes et tout, c'est mon kiff. Et donc en ce moment j'écris pour John Doe, je compose les top lines pour John Doe, et j'ai même composé carrément un titre de A à Z pour lui, enfin des titres. On a fait aussi un morceau qui s'appelle Road Trip avec un rappeur qui s'appelle Esco. Ça aussi c'est sorti, donc ça fait son petit bonhomme de chemin encore sur les réseaux, quoi. Donc ouais, c'est un gars avec lequel je bosse beaucoup, que j'aime beaucoup parce que voilà, il est très ouvert. Tu prépares des trucs pour toi ou pas? Ouais, bien sûr, en ce moment je prépare des trucs pour moi. Là en ce moment je suis sur un projet qui est tout con, c'est que je fais revivre les anciens classiques du hip-hop et du R&B. Ouais. Là ce matin, avant que tu m'appelles, là j'étais sur un morceau de Notorious Big, donc c'est Hypnotize. Je suis en train de refaire une version de Hypnotize, mais façon Nels Boogie. J'ai fait un morceau de Doggy Style aussi, de Snoop, What's My Name. Moi encore, sur un autre truc. J'ai fait aussi Blackstreet et Foxy Brown, de Get You Home. Donc voilà quoi. Ouais, tu fais je revisite un peu les morceaux qui nous ont bercés, les morceaux qu'on a kiffé, quoi, tu vois. Et vraiment les morceaux qu'on a vraiment kiffé. Et donc voilà, je suis sur ce truc là, mais en même temps j'ai déjà des albums de près, tu vois. Moi en fait, si tu veux, ce qui me manque en ce moment c'est les structures, et donc je bosse afin de développer les structures aussi, parce que je me suis rendu compte que je peux pas compter sur les autres, parce que soit ce que je fais ça ne correspond pas à leur code, et je dis pas ce qu'ils veulent entendre. C'est assez voilà, maintenant je suis obligé de passer par mes propres moyens. Donc, toi, petite question comme ça. Du coup, tu m'as dit que tu as été signé déjà. Ouais. Et bon, tu t'as fait en indépendant aussi. C'est ça. Si tu peux me donner juste les avantages, les inconvénients. Pour toi, hein. Les avantages. Alors maintenant, avoir une grosse signature, ça peut être intéressant parce que tu as une plus grande couverture. Ces gens-là gèrent les médias. Avant, tu avais des directeurs artistiques, ça n'existe plus. Maintenant, les directeurs artistiques, c'est les animateurs radio. Hein, ceux qui appellent la maison de disques, vas-y, ça on le fait tourner, clac, tu payes et c'est fini, ton artiste il est en rotation. Tu vois. Maintenant, avant, c'était pas ça dans les maisons de disques. Donc ça peut être l'avantage parce que l'artiste est exposé, machin, tout le bordel et tout. Après, derrière, c'est qu'est-ce qui te reste à l'artiste quand tu es signé dans une maison de disques? Est-ce que tu as un pouvoir? Est-ce que tu as un contrôle sur ce que tu fais? Combien tout ça, tous ces gens qui t'ont signé là, combien ils becquent sur ton dos? Combien on te reverse? Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est eux qui te disent quelle chemise tu dois mettre, parce que tu es devenu un produit marketing. Bien sûr. Tu vois? Après, est-ce que ce que tu veux vraiment dire a du sens? Parce que maintenant je me suis rendu compte, malheureusement, après peut-être que je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais quand j'écoute un rappeur de maintenant, j'ai réécouté les 10 rappeurs qui sont en airplay en ce moment. Tu vois, parce que les sons sont les mêmes, les discours sont les mêmes, les mecs qui me parlent de checks, les mecs qui me parlent de... Ça prend pas de risque, il y a un truc qui marche. C'est ça, on duplique, on duplique ça H24. Jusqu'à l'épuiser même. C'est ça, tu vois. Les mecs me parlent de la même chose. Moi j'entends que c'est que des rappeurs qui ont été gangsters maintenant qui sont sur les ondes. Tu vois, les mecs ils ont eu des vies... je me dis waouh, mais quand est-ce que vous avez vécu? Et ils sont jeunes, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Moi il y a certains, quand j'ai pris le mic, ils n'étaient même pas nés.
mais ils ont vécu 10 fois plus que moi. Tu vois, alors respect, effectivement, on n'est pas nés tous au même endroit avec les mêmes difficultés. C'est vrai que la jeune génération de maintenant, ils tombent plutôt dans la délinquance, ont des problèmes un peu. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est devenu, à notre époque, c'était un truc tragique. Tu vois, quand t'avais quand une maman avait un fils délinquant et tout. Maintenant, si tu veux, on te big up, frère. Ça n'a jamais été une fierté de tomber en prison. Voilà, c'est ça. Ça a jamais. Mais maintenant, c'est big up. Maintenant, si tu veux, les mecs, ils sont contents de parler quand ils étaient au Star. Ils sont contents de toutes les conneries qu'ils ont fait. Ils sont contents même de te dire qu'ils sont dans le rap et qu'ils bicravent en permanence et tout. Et voilà. Je me dis, waouh. Mais le pire, c'est que ces mêmes radios là, qui à l'époque, quand tu disais t'étais NTM et tu chantais Nique la police, c'était les mêmes qui te sanctionnaient. Tu vois ce que je veux dire? C'était les mêmes qui te mettaient, à l'époque on te demandait de censurer le truc et tout, de rentrer en studio pour camoufler les mots des trucs que tu disais, tu vois. Quand Assassin il arrivait en disant, quand il disait la justice nique sa mère, le premier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue. Ça a fait un boucan gros. Ah, maintenant écoute ce qu'ils disent. Les gamins écoutent ce qu'ils disent à la télé, c'est plébiscité partout par les médias. Donc il y a un moment donné où je me dis, ça, c'est la faute à qui? Et quelle est la vision de ce business à long terme? Même les maisons disent, parce que même ceux qui signent les artistes qui sont là, on a l'impression qu'ils sont sous pression de leurs artistes qui leur imposent les thèmes qu'ils vont devoir développer et eux, ils n'ont pas d'autre choix que de vivre. En fait, pour moi, le business est à l'image de la série qu'on a vue, Validé. Et Gaston Bide, il a tapé dans le mille avec ce truc-là. C'est ça maintenant le business, tu vois. Il y a 20 ans en arrière, c'était peut-être, il y avait des similitudes, mais c'était pas aussi hardcore que ça, tu vois. Maintenant, on banalise la violence, on banalise le respect d'autrui, on peut se dire n'importe quoi dans les textes. Au lieu de se mettre tous ensemble pour faire des... Je sais pas moi, ici en France, putain, on n'a pas une putain de structure où t'as tous les Renois qui font du rap, tous les mecs qui font de la bonne musique ensemble, on développe un vrai projet. Genre, moi je sais pas moi, on monte un Rockefeller mais façon ici. C'est impossible, frère. Ouais, mais en fait ça se fera jamais, puisque à partir du moment où toi, il y a des mecs qui ont essayé de monter leur structure. Oui. Mais Secteur A, c'était un exemple. à partir du moment où tu commences à prendre trop d'importance c'est et fini. à faire trop de bruit, On te taille les ailes, gros. Tu deviens dangereux. T'es dangereux. T'es dangereux. Et t'enlèves le pain de la bouche à ces gars-là. Ouais. Alors qu'il y a assez de pain pour tout le monde. Mais c'est ça le problème. Tu viens de dire un truc, il y a assez de pain pour tout le monde. Bien Maintenant, sûr. un mec qui est en haut, il verrouille le robinet parce qu'il veut que sa place demeure, tu vois. T'as des mecs qui sont là dans le biz, qui brillent, qui prennent et tout. Et en fait, leur seule préoccupation, c'est de niquer les autres qui arrivent pour qu'ils n'aillent pas plus loin ou qui ne viennent pas dans leur carré pour manger aussi. Tu vois. Ça, c'est grave. Moi, je sais pas, j'appelle pas ça un esprit musical. Ça n'a rien à voir avec la musique. Ouais, même au-delà de la musique, humainement, c'est grave. Déjà. Ah, mais c'est tendu. Humainement, c'est grave déjà. C'est-à-dire que si tu reportes ça à autre chose que la musique, c'est-à-dire en gros, t'as vu, vous pouvez crever de faim, mais nous, on c'est mange, ça. on mange Les gars, bien. plus. Et même on mange en abondance. C'est ça. Et même on gaspille. C'est ça en fait. Tu vois, c'est la surconsommation, c'est tout pour moi, rien pour les autres, on verrouille et tout. C'est devenu, voilà, c'est écœurant. Et en fait, quand tu fais de la musique, tu te rends compte que, ben, comme tu n'as pas accès à ce genre de monde, et puis moi, j'ai un gros défaut, c'est que je copine pas avec le milieu musical. Je sais pas le faire d'une part, et puis j'ai du mal avec cet état d'esprit qui consiste à aller me mettre à la colle avec un mec pour faire un feat. Si on fait un feat, c'est parce que, gars, on est down. Tu vois, on a un feeling qui est passé, on a quelque chose en commun, on y va, tu vois. Mais maintenant, on voit plein de featuring qui sont arrangés, machin, parce que les deux mecs sont là, ils font du chiffre en même temps. Parce que lui, il a des vues, l'autre, il a des vues, terminé. toutes les vues, ça va faire une on fait un conglomérat, là, bam, on prend tous les artistes du même label, on fait des trucs, même si à la limite, ils se kiffent pas entre eux. Mais en tout cas, visuellement, pour les consommateurs, c'est porteur, tu vois. Et c'est devenu un gros problème. Donc nous, après, des mecs comme moi qui font des trucs, des mecs comme Specta, et des mecs qui ont une passion, un amour de la musique, tu te rends compte que nous, on est relayés parce qu'on ne rentre pas dans ce genre de quota-là. Et en plus, on a un discours où ces gens-là vont se sentir mal à l'aise parce qu'ils savent très bien que leur business, nous, on le connaît. Ils n'ont plus rien à nous apprendre de comment fonctionne l'industrie du disque. On sait très bien. On sait tout ce qu'on ne veut pas faire, nous, en tout cas. Après moi, voilà, hein, comme tu sais, moi je suis le backer de Spectre depuis 10 piges. Yes. Et tu vois, quand il a sorti ses projets, il voulait le signer. Hein. Il a dit non, ça m'intéresse pas. Mais Spectre, il a compris. Ça m'intéresse pas. Je connais, j'ai été signé. Il a été signé, il connaît. Il Il sait.
Et donc c'est simple. Le spectacle risquerait de leur faire trop d'ombre dans... Et puis bon, déjà, c'est pas un mec qui se laisserait gérer comme les artistes de maintenant. Tu vois, le gars a l'expérience, il connaît le business. Il sait tout ce qu'il veut pas faire. Et tout ce qu'il veut pas faire, c'est ce qui les dérange eux. Tu vois. Donc, forcément, ça va pas aller en son sens. Ça va pas aller en son sens. Et maintenant, même les médias spécialisés qui nous restaient encore un peu, même c'est là, je les vois tanguer petit à petit. Tu vois. Tous ils tanguent petit à petit parce qu'à un moment donné, il faut manger. Et suivre le courant. Et les mecs, ils sont obligés de suivre le courant. C'est-à-dire que, voilà, leur intégrité, à un moment donné, ils disent, bon, les gars, entre intègre et manger, on va manger d'abord et l'intégrité, on verra après. Tu vois. Donc, ça devient compliqué. Après, tu peux comprendre ça parce que tout le monde a besoin de manger. Bien sûr. Mais bien sûr. Il y a une façon de le faire. Il y a une manière de le faire. Il y a une manière de le faire. Et puis, cette manière de dresser les artistes entre les uns contre les autres, faire du buzz sur les réseaux sociaux, les amener à des gestes et des attitudes qui sont complètement... Mais hilarantes, quoi. Tu vois, on est là pour faire de la musique. On n'est pas là pour venir faire des guéguerres sur des stocks de radio, machin et compagnie. Parce que maintenant, tous les jeunes qui regardent le hip-hop, maintenant, ils voient ça comme dans la série Validée, tu vois. Et franchement, c'est des clashs, c'est des trucs et tout. Des clans, l'autre des trucs, c'est... Vraiment, c'est devenu du n'importe quoi. Il y a toujours eu de la compétition. Et je pense que la compétition, elle est bonne. C'est bien d'avoir la compétition. Elle est nécessaire, c'est clair. Pour la performance. Tu vois, pour la progression de tout un chacun. Quand l'autre te dit, quand tout à l'heure au début tu disais ouais le Nord, le Sud, c'était une compétition, mais c'était nécessaire. Elle était bonne. Ah les gars du Nord ils ont fait ça, ce style-là. Attends, nous on va faire mieux que. Voilà. C'est ça. C'était ça, ouais. C'est pas tu vois des insultes, c'est machin. Et puis exactement ça se règle au micro. Il y avait des clashs, mais tu vois les mecs, voilà, on arrivait au micro, bidim bam, on se clashait, ça se passait et tout. Maintenant t'as perdu, la prochaine fois tu viens avec un lyrics plus fort pour épater le mec, tu vois. Quand tu faisais des open mic, tu vas travailler. Va travailler gros, c'est ça. T'as perdu, va taper. C'était tout ça. Maintenant c'est pas ça, tu vois. Maintenant les enjeux sont tellement colossaux que là maintenant les mecs sont prêts à en découdre autrement, tu vois. Et ça c'est gravissime parce que les gamins qui pensent que être dans la musique c'est ça, mais les bases ils ne les ont pas, tu vois. Pour eux les bases c'est de raconter ce qui se passe au pied de leur tour. Mais quand tu vas les envoyer dans une discothèque vraiment, vas-y ça c'est un DVD, ça c'est Sugar Gang, ça c'est Curtis, ça c'est James Bond, les gamins ils frère. Là tu remontes loin, tu vas parler de KRS. Oui c'est vrai, tu vas leur parler de, mais même déjà parle-leur de Wu-Tang, c'est pas si loin, tu vois. Il y a déjà mecs qui vont te dire même c'est qui Reza, c'est qui Jay-Z, c'est qui Method Man, comme tu disais, c'est qui Ayam. Il a dit, mais en même temps, à sa décharge, je peux comprendre, t'es jeune, mais dans ce cas-là, gars, renseigne-toi, va chercher. À partir du moment où tu fais du rap, pour moi tu t'intéresses. Tu dois t'intéresser à ça. Alors après, peut-être qu'il a fait exprès, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, bah en plus, bon, c'est vrai qu'il est un peu provocateur dans ça. Il est un peu provocateur, il est un peu taquin, Koba. J'aime bien, il me fait délirer sur des trucs, donc c'est rigolo. Mais en même temps, je peux comprendre qu'Akhenaton et Shuriken soient interrogatifs en disant mais t'es ouf ou pas, mec? Je veux dire, l'école du micro d'argent, qui ne connaît pas? Mais en plus, c'est pas comme s'ils avaient fait que ça, ils sortent encore des trucs. Gars, ils sortent encore des albums, bien sûr, tu vois. Ils sont encore sur le terre-terre, tu vois. Donc, quand tu viens, tu dis c'est qui? C'est que t'as envie de dire que ces mecs-là ne sont pas légitimes aujourd'hui. Et là, par contre, même si t'es provocateur et que t'es taquin, je te dis, respecte les gars, gros. Respecte-les, tu vois. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a peu de respect. Il y a peu de respect, frère, il y a peu de respect. Moi, quand je vois des anciens, mais je respecte toujours ces mecs-là parce que je sais qu'ils ont contribué à ma présence dans le milieu aujourd'hui, tu vois. Quand je croise EGM, mais je kiffe, tu vois, quand je vois Much. Pourtant, on n'est pas très éloigné au niveau de l'âge, mais il a commencé avant moi, tu vois, donc je respecte. Sully B. Wax, moi, ça a toujours été le mentor pour moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours suivi son évolution, ses trucs, tu vois. Les Little, bah, je croise souvent dans mon quartier, je croise souvent RL, tu vois. Donc, on parle de musique encore, je croise Testros, pareil, on parle musique, tu vois. On parle vraiment, il y a des anciens comme ça, pour moi, ouais, j'ai envie de leur dire à chaque fois merci, parce que certains d'entre vous ont lâché l'affaire, mais moi, je peux pas, j'arrive pas. D'ailleurs, à l'époque, il m'avait rendu fou avec un morceau Bouge avec Lennox. Ah, Bouge avec Lennox, mon frère, c'est un ouf, ça. Il m'avait rendu fou. Mais moi, cet album-là, c'était un truc de ouf. C'était l'album où il y avait l'album Mafia Underground, où il y avait DB Double Juice et Noxio Sansu.
C'était un truc de fou. Et cette époque-là, c'est juste avant que je parte aux États-Unis. Et à ce moment-là, je traînais pas mal avec Sully. J'ai entendu la naissance de ce truc-là, mon frère. Faut que ça bouge, faut que ça. Ouais. Eux, c'était les Dark Effects français. Ouais, c'était voilà. fou. Le rythme était fou, les phases étaient folles. Moi, ce son-là, c'est un très bon souvenir. D'ailleurs, en parlant de souvenirs, je voulais. Est-ce que toi, t'as un souvenir, un truc qui te fait sourire quand tu y repenses, que tu peux nous lâcher comme ça, tu vois? Waouh, truc de fou. Ouais, j'en ai plein, mais faut que j'en prenne un bon. Ah ouais, je vais juste cut avant pour pas que ça cut sur nous. On se dit, il y a du monde et tout. On entend dire, ouais, il y a Dave Bond, il y a Mark Houston qui passe. Oh, c'était des poteaux, on s'est checké, bien propre, on voit et tout. Gars, on va pour passer sur scène. Je regarde, je vois un blondinet qui passe. Je bloque. Je dis encore à Eminem, frère. Mon poteau est sur le truc, il me dit, mais c'est lui. Je me recours derrière. Je manque de bousculer un mec, je regarde pas, je passe et tout. Je me retourne, Dr. Dre. Hey. Dre, frère. Là, je fais, ah non. Et là, je perds mes mots. Je transpire, je me dis, c'est pas possible. Mais non, je suis dans un film, c'est pas possible. C'est pas eux. Et là, leur manager qui rentre en contact avec mon manager et tout, on commence à discuter. Et là, on se retrouve dans un petit carré, avant de monter sur scène. Dre, Eminem, toute la clique. Et on discute. Oh. Mec, je suis rentré, j'étais refait. À Paris. M6. M6, frère. Ah ouais. Lorsqu'il a sorti le single qui s'appelait Slim Shady, Okay. il était venu faire la promo. Je me retrouve face à Eminem et face à Dr. Dre, man. Je suis là devant André Young. Et là, je mets mon anglais à profit tout de suite. J'ai des questions. C'est sûr. Et tu vois, voilà, on jacasse et tout. Et je me rends compte que les mecs, accessibles, nous on flippait. Parce qu'on se trouve devant un monument, frère. Dre, André Young, NWA, man. C'est pas n'importe qui. Tu vois, moi je suis là, j'essaie dans les balbutiements du hip-hop. Et là, t'as même peur d'aller faire ta prestation. T'as peur, gros, t'es pas bien. T'es pas bien. Ouais. T'es là, tu vois ces mecs-là, tu te dis, ok, dans quel monde je suis? Et là, tout le monde, on était en sueur, on revenait, on parlait pas, on était au calme. On avait vu Dave Bond, Matt, on avait vu tous les autres. Ouais, ça allait, ok, les gars, on est down. Mais on a vu les deux piliers là. Je vous aime bien, mais on se voit déjà. Ah, on se voit, les gars, j'ai la possibilité de vous voir ici. Mais ces deux-là, là, laisse tomber. Et ça m'a mis une tarte. Je me suis dit, ah ouais, en plus, le mec, il est monté sur scène, il a commencé à débiter. Le Marshall, là, ici, il a soulevé le bordel sur nous. Après, quand on te dit c'est à toi, t'es fébrile, gros, t'es pas bien. Ouais, c'est clair. T'es pas bien. Tu trouves que tes lyrics, c'est de la baguette. Tu vois, le mec, lui, il t'a mis un gros pain sur la table, là, il t'a mis une grosse miche comme ça, bah, toi, t'arrives avec ta ficelle, t'es pas bien. T'es pas bien. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Après, des anecdotes, il y en a plein. Les premières de Sniper, les premières de Cyan à Nanterre aussi. On avait eu plein de trucs comme ça, tu vois. Vraiment des anecdotes, on en a plein. Mais ouais, en tout cas, t'as vu Dre, quoi. Ouais, Dre, j'ai eu l'occasion, Dre, pareil, c'est Eminem, c'est ça. C'est vraiment le truc. Et après, le mec, tu viens, tu dis, bon, on prend des. Enfin, ouais, tu veux prendre des photos, il n'y a pas de souci. Tu poses. Moi, c'est des photos, mon pote, c'est sous verre. Ouais, non seulement qu'ils sont bien et trucs et tout, mais je les ai mis en sauvegarde sur l'ordinateur, tu vois. Je sais que ça m'arrivera pas deux fois, tu vois. En plus, il a failli partir, là. Ouais, bah ouais, hein, j'ai eu chaud quand j'ai entendu ça, parce que franchement, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, ça a été un visionnaire, ce mec-là. Ça, je veux dire, tout ce qui est sorti après, tous ses albums, l'époque Death Row et compagnie. Et même tous les albums de Snoop, Tupac et compagnie. Non, voilà, Dre, quoi, ouais, respect. Il a beaucoup bossé, hein, Dre, voilà quoi. Derrière Dre, il a poussé du Jay-Z, il a poussé du Lil Wayne, il a poussé plein de mecs dont on n'entend pas parler, tu vois. Je voulais juste revenir sur un sujet, je sais pas si tu te rappelles, parce que bon, on bosse dans la même boîte. Ouais. Et une fois on parlait comme ça, tu vois, on se connaissait pas encore vraiment, tu vois, mais on avait discuté. Et je te disais, ouais, je fais les bacs à spectacle et tout. Tu me disais, ah, Cyan et tout, avec les gars qui ont commencé chez WAM et tout. Ouais. Et bon, maintenant je rappe avec Lux. Yes. Et donc, alors, tu vois, moi, vas-y, je sais que t'as mis beaucoup de monde, on va dire, le pied à l'étrier. C'est-à-dire que les gars venaient commencer à rapper chez toi, tu les. Voilà. Donc Lux, et après il y avait qui, Slide aussi, ça? Slide de Cyan, ouais, bien sûr, parce qu'à l'époque, ils formaient un duo qui s'appelait Agent Secret. Ouais. Et donc, il y avait aussi Azer aussi, qui faisait partie du crew.
Et ouais, Lux, franchement, voilà, moi, tu m'appelles Lux, moi c'est Fabrice, tu vois. Ouais, bien sûr. Je l'ai connu vraiment, j'ai connu Fabrice, et Fabrice a vu naître mes enfants. Donc c'était vraiment un petit frère, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après, quand il a fait Agent Secret, à la maison, c'était devenu systématique. On répétait, parce que nous, à l'époque, on bossait avec Elstaff, et nous, on était comme des modèles pour eux, tu vois. Ah, ok. Donc, toute l'expérience, la petite expérience qu'on avait à notre niveau, moi j'estimais que de mon côté, c'était à moi aussi de l'emmener à mes petits frères. La transmission. Tu vois, la transmission à mes petits frangins. Et Fabrice, c'était vraiment le mec que je kiffais énormément. Et donc, je trouvais qu'il avait énormément de potentiel. Pour moi, c'était le petit Johnny Blaze. Tu vois, quand il arrivait, c'était le petit Method Man. Et il avait les mimiques de Method. Tu vois, quand il rappait, c'était un truc de ouf. Et je kiffais. Et bon, Sly, pareil, quoi, au niveau de. Et toutes les après-midi, même pendant les vacances, on saignait les répètes à la maison. Et ça a duré longtemps, mon pote. C'est clair. Et ça, franchement, time. tu vois, ça, c'est des trucs. Enfin, pour moi, c'est des belles choses. Vraiment, vraiment. La transmission, ouais. c'est quelque chose d'important, je trouve. Mais pendant que je transmettais, eux aussi m'apprenaient des choses. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est mutuel. C'est ça, c'est ça. La transmission, c'est la plus grande richesse. Exactement. Vraiment, j'ai kiffé avec eux parce que franchement, Fabrice, il a un flow. Tu vois, il y avait une certaine nonchalance dedans. En même temps, il te plaçait des accélérations de ouf et tout. Et moi, ça, c'était pas des choses que je faisais, tu vois. Mais ça m'interpellait. Je disais, putain, il est bon, ce petit con, tu vois. Quand il tient un truc et tout. Et puis, il avait une assurance quand il faisait des trucs. Donc, je les avais emmenés au studio. Et ils avaient, à un moment donné, été pris par Rude Lion, tu vois. Ah ouais. Ouais, je les avais emmenés au studio et tout, chez Addis et tout. Et Rude Lion aimait beaucoup ce qu'il faisait. Donc à un moment donné, Rude leur avait donné rendez-vous du côté de Ornano, là où il était et tout, pour les faire enregistrer un cutru et tout. Et malheureusement, bon voilà, on sait ce qui est arrivé à Rude Lion. Et c'est dommage, le projet n'a pas pu aller au bout. Mais vraiment, et Rude, il me disait, Rude Lion, il me disait, franchement, ils sont bons. Hein. Enfin, voilà, et puis ça kick bien et tout. J'aimerais bien faire, parce que lui, à ce moment-là, il développait des projets avec Expression Directe. Donc en alternance, lui, ce qu'il voulait, c'était devenir un gros producteur. D'ailleurs, c'était un putain de musicien, Rude Lion. Vraiment, c'était voilà quoi. Tu sais, c'était un pianiste de ouf. Ouais. C'était un clavier de bâtard. Franchement, c'était un malade. Moi, Rude, vraiment, c'était un mec que j'appréciais beaucoup. Et puis voilà quoi. Et donc tout ça pour te dire que après Lux partait un peu dans cette mouvance de manière à pouvoir élargir son panel musical. Et puis voilà quoi. Moi, je le trouve très doué, tu vois. Je les trouve très très doués. Cool. En tout cas, voilà, tu les as quand même pris un peu sous ton aile. Hein, bah écoute, moi j'ai fait ce que j'avais avec, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, quoi. J'avais pas grand chose, j'avais pas de structure ni de notoriété abondante ni rien. Mais en tout cas pour moi c'était une notion de partage. Une expérience que t'as transmise. C'est ça. Je l'ai fait comme ceux que j'ai connus avant ont fait pour moi, quoi. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de mecs qui savent pas, mais ils m'ont servi beaucoup de modèles, tu vois. Et donc quand je les vois et j'ai la possibilité de leur dire, je leur dis parce que c'est toujours bien de dire à un mec ce qu'il a fait de bien quand il est là, tu vois. La plupart du temps, c'est pleurer sur le dos des gens quand ils sont pas là, ou alors parler de ce qui est mauvais d'eux. Mais c'est aussi bien de gratifier un mec de son vivant en lui disant ouais vraiment tu as été un pilier pour moi sur des choses. Aimons-nous vivants. Et c'est ça, exactement ça. Aimons-nous vivants. C'est tout à fait ça. T'as un mot de la fin pour finir ou quoi? Le mot de la fin, moi ce que je dirais c'est, comme tu disais déjà, aimons-nous vivants et puis servons-nous de la musique pour faire des choses vraies, tu vois. Puis on reste juste des êtres humains, on n'est pas au-dessus des autres. La musique d'abord c'est un moment de partage, de plaisir, de convivialité. Donc faites les choses sérieusement sans vous prendre au sérieux. Yes, oui. Nels. Bon en tout cas je te remercie beaucoup bro. Hein, franchement c'était super sympathique. Et puis un gros big up à toute la clique et tous ceux qui matent l'affaire. Yes. Yo people, ici c'est Nels Boogie dans le check, c'est sur l'émission What's Up, ok? Check ça. Boom.